mais c'est pour les auditeurs, c'est le directeur de la planification et de la réforme de l'éducation. Monsieur Diouf, merci donc d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes dans la rentrée scolaire 2013-2014, une rentrée scolaire qui a été préparée par le ministère, mais également qui intéresse votre direction particulièrement. Alors, comment avez-vous préparé cette rentrée scolaire? Je vous remercie, Salif. Permettez-moi d'abord de vous remercier d'avoir invité le ministère de l'Éducation nationale à travers ma modeste personne à cette prestigieuse émission Objection. Je voudrais également saluer tous les auditeurs de Sud FM, également toute la communauté éducative. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, mobilisée dans le cadre de la rentrée des classes, mais surtout souhaiter que cette année scolaire 2013-2014 se passe dans de très bonnes conditions. Le ministère de l'Éducation nationale a préparé la rentrée, cette présente rentrée comme d'habitude. Vous savez que le ministère de l'Éducation nationale, comme aime le rappeler le ministre Mbaye Thiam, est le ministère le plus implanté au niveau du pays, à l'intérieur du pays. La rentrée scolaire se prépare d'abord par les acteurs à la base, c'est-à-dire les inspecteurs d'académie, les inspecteurs de l'éducation et de la formation, qui sont à proximité des populations et qui prennent, comme d'habitude, toutes les dispositions utiles, chacun en ce qui le concerne, pour que la rentrée se déroule normalement dans sa circonscription. Donc le ministère ne fait que coordonner en fait. Le ministère coordonne, mais à la disposition des inspections d'académie, des inspections de l'éducation et de la formation, les moyens nécessaires pour une bonne rentrée scolaire. Je veux parler par exemple du personnel enseignant, mais également d'autres moyens comme les intrants pédagogiques. La particularité pour cette année, et pour une première fois, c'est que le ministre de l'Éducation nationale, M. Serigne Mbaye Thiam, a organisé une première session de ce qu'il a appelé la conférence générale de la rentrée scolaire, qui s'est tenue le 26 septembre passé et qui a réuni l'ensemble des inspecteurs d'académie et l'ensemble des inspecteurs de l'éducation et de la formation en Gordiarama. Ça s'est fait à la place des tournées habituelles du ministère, du ministre en tout cas au niveau des régions. Oui, il faut rappeler que le ministre a organisé jusqu'au mois de juillet 8 CRD dans 8 régions sur les 14. Ces CRD non seulement permettent de faire le point sur l'état d'avancement, l'état du système dans la région, d'identifier les difficultés, les problèmes qui se posent, mais aussi de préconiser des mesures. Et à l'occasion de ces CRD, la préparation des rentrées scolaires a occupé une très bonne place. Mais ici, cette conférence générale a permis à ces autorités déconcentrées, à côté du ministre, avec aussi tous les directeurs et chefs de services nationaux, pendant toute une journée, de discuter des problèmes de la rentrée et d'envisager des mesures, définir un agenda, mais ça a également permis au ministre de donner toutes les instructions et toutes les recommandations utiles pour un bon déroulement de la rentrée. Ça, c'était une première, un exercice très utile qui a été salué par les autorités déconcentrées, mais également les directeurs et chefs de services nationaux.
Voilà, M. Djibril Ndiaye Diouf, cette rentrée coïncide également avec la publication des résultats du CFE et de l'entrée en sixième. Beaucoup ont critiqué disant que les taux ont été faibles. Alors, vous qui êtes au niveau de la planification de la réforme de l'éducation, comment appréciez-vous ces résultats? Oui, si vous parlez des résultats du CFE, effectivement, cette année, nous sommes à un taux de réussite qui dépasse un peu 33% au CFE, avec évidemment, quand on analyse les résultats, des disparités au niveau national. Vous avez par exemple des départements comme Sédhiou qui ont dépassé 50%. Vous avez également l'enseignement privé qui a dépassé 50%. Mais globalement, le résultat global tourne autour effectivement de 33%. Au niveau national? Au niveau national. Alors, ce qu'il faut d'abord rappeler, c'est qu'il faut d'abord se féliciter du fait que le défi de l'organisation de la session de juin a été relevé. Vous savez que nous sommes dans le contexte d'une réforme très importante, d'un processus de réforme qui a démarré depuis des années. Et cette session constitue une première expérience. Comme tu dirais, une première évaluation. Une première évaluation certificative à travers le curriculum de l'éducation de base. Et vous savez que ce curriculum s'appuie sur l'approche par les compétences. Ça veut dire qu'on n'évalue pas les compétences comme on évalue les connaissances. On n'installe pas également les compétences comme on transmet les connaissances. Et je pense que cette nouveauté, à la fois pour les enfants, mais également pour les enseignants, pourrait constituer un des facteurs explicatifs. Je ne pense pas que ce soit le curriculum qui est en cause, parce que ce curriculum s'élabore depuis 2000, dans le cadre d'une démarche qui a réuni toutes les exigences techniques et scientifiques avec un accompagnement international. Conception, mise à l'essai, ensuite processus de généralisation, y compris jusqu'au processus d'organisation de cet examen qui, vous le savez, la session proprement dite a été précédée par ce qu'on a appelé un examen blanc, qui avait permis effectivement, dont les résultats étaient également autour de 30%, mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, le ministre de l'Éducation nationale a instruit ses services compétents, notamment la direction des examens et concours, la direction de l'enseignement élémentaire et les autres services concernés, pour qu'on procède à une évaluation approfondie de la session de 2013, au fait d'identifier l'ensemble des facteurs explicatifs. Donc c'est une démarche compréhensive d'abord, avant d'adresser un problème, il faut le comprendre. Et sur la base de l'identification et de l'analyse des facteurs explicatifs, envisager des mesures correctives éventuellement ou les ajustements nécessaires. Je pense donc qu'il faudrait attendre les résultats de cette évaluation et attendre que le ministre, sur la base de l'analyse de ces résultats, prenne les mesures adéquates pour améliorer. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un processus irréversible. Et dans un processus de réforme, c'est normal, c'est des ajustements progressifs jusqu'à ce qu'on atteigne la vitesse de croisière. Vous avez parlé de nouveautés avec cette session d'évaluation. Quelle est peut-être la difficulté majeure? Est-ce que c'est au niveau du personnel enseignant ou c'est au niveau de l'élève ou c'est au niveau de l'évaluation? Donc, comme j'ai dit, je pense qu'il faudrait qu'on attende les résultats de l'évaluation
il ne s'agira pas juste d'analyser les résultats. Au moment où je vous parle, la direction des examens et concours a déjà collecté à travers le pays plus de 12 600 copies d'élèves aux fins d'analyse. Les facteurs peuvent être multiples. On peut se poser plusieurs questions. Est-ce qu'il y a une bonne appropriation du curriculum et des procédures et processus d'enseignement-apprentissage par les enseignants? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que les enfants étaient dans un état psychologique avec le changement de procédure, de méthode d'évaluation pour se sentir à l'aise? C'est des questions qu'on peut se poser. Est-ce que même toutes les conditions pédagogiques étaient réunies dans les écoles pour garantir un enseignement de qualité aux enfants? Donc c'est des questionnements dont les réponses seront fournies dans le cadre de cette évaluation commanditée par le ministre de l'Éducation nationale. Mais Docon également parle de la question du niveau de ces élèves, même s'ils sont réussis, s'ils sont admis au niveau du CFE, toujours pour Docon, le problème de niveau se pose. Pensez-vous que ce soit seulement un problème de niveau? Je ne sais pas, on peut toujours discuter sur le niveau des élèves, mais je pense que cette appréciation pourrait être nuancée lorsqu'on compare nos élèves sur le plan international. En tout cas, dans tous les concours, les premiers, en général, viennent de notre système éducatif, jusqu'à 2013. Je pense que si c'est le passage, la transition entre le CM2 et le moyen que vous voulez évoquer, il faut juste rappeler que de 2004, une loi de 2004 a modifié la loi d'orientation 91-22 pour consacrer l'obligation scolaire de 16 ans, de 10 à 16 ans, c'est-à-dire du primaire jusqu'à la fin du moyen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, normalement, on ne peut pas juridiquement exclure un élève. Comme ça veut dire également qu'un parent, quels que soient ses résultats. Oui, je reviendrai sur la question des résultats. Le pédagogue n'analyse pas de la même façon les résultats, peut-être. Comme aucun parent n'a le droit aujourd'hui de ne pas amener son enfant à l'école. Lorsqu'on est dans une obligation scolaire de 10 ans, c'est le paradigme qui change. Nous devons être d'accord aujourd'hui que l'échec scolaire n'est pas acceptable pour aucun enfant. C'est la responsabilité des enseignants, aidés par les parents, de garantir la réussite des élèves. Pas seulement au niveau du CM2, mais cela depuis l'entrée, depuis la première étape, c'est-à-dire CICP. Ce que ça implique, c'est un autre paradigme en matière de pédagogie. Le parent est tout aussi responsable que l'enseignant. Aujourd'hui, on parle de complexe familio-scolaire. Le parent est partie prenante de l'éducation de son enfant. Il doit y avoir une liaison école-milieu, une collaboration entre l'enseignant et le parent, de sorte que lorsque l'enfant arrive à la maison, le parent, évidemment, ou les parents, puissent savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aider leur enfant, soit eux-mêmes, soit faire aider leur enfant par quelqu'un d'autre ou un membre de la famille. Voilà. Mais ça, dans tous les pays, la famille est partie prenante de l'éducation de l'enfant. Et il faut absolument une coopération étroite entre la famille et l'école, au bénéfice de l'enfant qui constitue la centralité. Et que lorsque, dans le cadre de ces apprentissages, les enfants qui acquièrent les compétences ne posent pas de problème. Mais ceux qui doivent intéresser l'enseignant et les familles, c'est les enfants en difficulté.
Donc c'est depuis le CI que cette pédagogie de la réussite doit être instituée de façon différenciée, avec des mécanismes et des dispositifs de prise en charge des enfants en difficulté. Mais la solution, ce n'est pas le redoublement, encore moins l'exclusion. Et les enfants qui passent en 6G, vous le savez, depuis 3 ans déjà, la direction de l'enseignement moyen secondaire général, qui est responsable du poste primaire, a mis en place un dispositif de prise en charge des enfants qui viennent du CMP, avec des stratégies de remédiation assez différenciées. Identifier d'abord les enfants qui ont des difficultés sur certaines disciplines et mettre en place au niveau des écoles ou au niveau de la zone des stratégies qui permettent de les prendre en charge, de les soutenir et de les aider à progresser, à combler leurs lacunes. Et ce qui n'est pas évident quand même sur le terrain, puisqu'on a vu dans beaucoup de zones, c'est tellement difficile pour les enseignants du moyen en tout cas. Non, je pense que c'est quand même effectif sur le terrain. Moi, je suis bien placé pour le dire, pour avoir accompagné la direction des... Maintenant, c'est une innovation, ce que je disais pour les processus de réforme, c'est également valable pour... C'est nouveau pour tout le monde. Nous n'avons pas dans nos écoles la culture de la remédiation. Traditionnellement, ce que les gens font, tu sais ou tu ne sais pas. Quand tu sais, c'est bon. Quand tu ne sais pas, reste à côté. Il faut que ce paradigme change et c'est cela que la direction de l'enseignement moyen secondaire général essaie de changer en mettant en place un dispositif et des stratégies de remédiation et de prise en charge des enfants en difficulté. Évidemment, ça prendra le temps qu'il faut pour que les professeurs, les enseignants se l'approprient et pour que même cette culture de remédiation, cette culture de soutien aux enfants en difficulté, par les enseignants, mais comme je l'ai dit aussi, par une collaboration entre l'école et la famille puisse s'installer dans notre système éducatif. Je rappelle que vous suivez votre émission Objection qui reçoit M. Djibril Ndiaye Diouf. Il est le directeur de la planification et de la réforme de l'éducation. Alors, on est donc, pour nous dire, à l'an 1 de l'évaluation du curricula au niveau donc des élèves. Vous avez eu par le passé à beaucoup travaillé dans l'accès, mais on voit que toujours peut-être il y a eu des difficultés par endroits, surtout avec les abris provisoires. Vous avez mis en place avec les partenaires le Fast Track. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce programme qui était très important pour votre travail? Merci beaucoup. Je pense que vous voulez parler du programme décennal de l'éducation et de la formation qui s'est achevé en 2011 et qui a fait l'objet d'une évaluation en 2012. C'est vrai que ce programme, du point de vue de l'accès, a permis de faire des progrès très importants. Et cela à tous les niveaux, du préscolaire au supérieur, y compris la formation technique et professionnelle. Les résultats ont été, déjà l'évaluation a été faite de façon inclusive et participative. Les résultats ont été largement partagés. Je voudrais juste illustrer cela par quelques exemples. Entre 2000 et 2011, du point de vue de l'accès, si nous prenons le préscolaire, le taux brut, l'indicateur taux brut de scolarisation, qui traduit à la fois un niveau d'accès, mais qui traduit les capacités d'accueil mises en place, le taux brut de scolarisation au niveau du primaire a connu une augmentation de 8 points. Au niveau préscolaire? Au niveau préscolaire. Alors qu'il était de 4 ou 3? Il était de 2% à peu près, en 2000. Le taux brut de scolarisation a connu un bond de 26,8 au primaire. Il est passé de 67% à 94%. Un bond de 33,6 points au niveau du moyen, taux brut de scolarisation, et de 11 points au niveau du secondaire. Cette tendance s'observe au niveau du supérieur où les effectifs se sont
ont considérablement augmenté, de la même façon pour la formation technique et professionnelle. Ce qui, même le taux d'achèvement, c'est-à-dire la proportion d'enfants qui entrent au CI et qui arrivent au CM2 sans jamais redoubler ni abandonner, est passé, a fait un bond de 28 points, passant de 38,6 à 66,6. Même si, il faut le reconnaître, les progrès réalisés ne sont pas ne répondent pas, sont en deçà des attentes, parce qu'on avait des objectifs supérieurs. Lorsqu'on prend les disparités selon le genre, l'indice de parité, aujourd'hui, on a atteint la parité au préscolaire, on l'a atteint au primaire, on l'a atteint au niveau du moyen. Pas encore au niveau du... Ça veut dire que la scolarisation des filles a positivement évolué durant ces 10 années. Et notamment dans les zones rurales, particulièrement dans les zones rurales, parce que les disparités entre régions, durant cette décennie également, ont été fortement réduites. Donc, du point de vue de l'accès, je crois au contraire que ce programme a permis à notre pays de faire des avancées remarquables. Cependant, les taux bruts de scolarisation cachent d'autres réalités. Absolument. Nous avons encore beaucoup d'enfants qui ne sont pas dans le système, dans notre système d'éducation. Pour plusieurs raisons, soit parce qu'ils sont dans des zones très défavorisées ou marginalisées, ou parce qu'ils vivent dans des communautés qui ne se retrouvent pas dans le modèle d'école classique et qui choisissent d'inscrire leurs enfants dans d'autres modèles d'éducation comme les daara ou autres. Donc il y a encore beaucoup d'enfants hors du système d'éducation et de formation. Et certainement on va y revenir dans le cadre de la nouvelle politique éducative, et cela fait partie aujourd'hui des défis persistants que la nouvelle politique prend en charge. Des bons importants ont été faits dans le cadre, donc je le disais, de l'accès, mais ces problèmes demeurent avec les nombreux abris provisoires. Donc je disais que vous avez initié le fast track. Parlez-nous de ce fast track, quel est le bilan? Oui, le fast track était un projet soutenu par le partenariat, on l'appelle aujourd'hui partenariat mondial pour l'éducation, pour accompagner notre pays dans ses efforts pour atteindre les objectifs de l'éducation pour tous, qui constituait la priorité du programme décennal de l'éducation et de la formation. C'est un financement important de 81 millions de dollars, selon les fluctuations du taux de change du dollar, qui variait donc entre 35 milliards et 40 milliards. C'était un programme exclusivement d'investissement, de construction d'infrastructures scolaires dans le primaire. L'objectif initial était de construire 4360 salles de classe, 814 points d'eau, 814 blocs sanitaires, 814 blocs administratifs, également 500 murs de clôture. Lorsque les passations des marchés se sont achevées en 2011, dans le cadre de ces objectifs-là, des économies de plus de 3 milliards de francs CFA ont été réalisées. Et ces économies, parce qu'après 10 ans d'investissement dans le primaire, vous comprenez, comme on vient de le voir avec la progression des effectifs, la pression se fait de plus en plus sentir sur le moyen. Et voilà pourquoi le ministre de l'Éducation nationale a orienté ces économies au niveau du moyen, ou pour la
construction de 28 collèges de proximité, mais aussi la construction de 129 salles de classe additionnelles dans des collèges existants et la construction de 32 blocs sanitaires. Autant dire qu'aujourd'hui, pour le primaire, les ouvrages ont été réalisés à 81%. Et pour le collège, pour les constructions dans le collège, sont en achèvement. Donc autant dire que le programme Fast Track a été mis en œuvre de façon efficiente et efficace. Alors le Fast Track a réalisé à hauteur de 81%. Certains se demandent pourquoi les 19% ne sont pas encore réceptionnés. Non, vous savez, nous sommes, les programmes d'infrastructure se réalisent dans le code à travers le code des marchés publics. Nous avions, juste après les attributions des marchés dans la zone de Matam, un entrepreneur, une entreprise qui a renoncé. Et il fallait reprendre tout le processus de passation de marché. Et vous savez que sans recours, avec les programmes d'investissement, vous en avez 8 à 9 mois au moins pour boucler les processus. Presque, voilà, une année scolaire. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, également, il y a eu quelques difficultés pour la réalisation d'une partie des salles de classe dans la région de Ziguinchor pour des raisons liées à l'insécurité. Mais ces travaux continuent et il est prévu de les réceptionner d'ici décembre au plus tard. Est-ce qu'on peut s'attendre à un programme additionnel pour encore résorber peut-être les zones où on a encore des poches d'abris provisoires, dans le primaire en tout cas? Non, les abris provisoires, on les a au primaire, on les a au moyen, on les a au lycée. Je dois dire que dès l'avènement de l'alternance, le gouvernement a demandé d'évaluer l'ensemble des abris provisoires du primaire au secondaire. Et à l'époque, le coût global estimé était de 73 milliards. Vous avez certainement entendu le ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, dire son ambition de résorber à l'horizon 2017 l'ensemble des abris provisoires, en sachant que les abris provisoires existeront encore. Parce que dès que tu crées une école nouvelle école, il faut, en attendant qu'il y ait un programme de construction, que les gens se mettent sous abri provisoire. Et cela, il a mis en place, en tout cas il est en train de mettre en place, dans le cadre d'un partenariat public-privé, une stratégie qui actuellement fait l'objet d'évaluations techniques et juridiques et qui devrait, s'il aboutit, permettre effectivement de résorber. Mais on en est pour l'instant, comme il aime le rappeler, juste au niveau de l'évaluation technique et juridique. Voilà, je rappelle que vous suivez votre émission Objection qui reçoit ce matin M. Djibril Ndiaye Diouf, directeur de la planification et de la réforme de l'éducation. Alors, disons-nous, après cette première décennie pour l'accès, maintenant on parle beaucoup du programme paquet pour mettre l'accent sur la qualité de manière sommaire, comme le disent certains. Mais qu'est-ce que le paquet, monsieur le directeur? Merci beaucoup. Le paquet, c'est l'acronyme du nouveau programme sectoriel mis en place par le gouvernement et intitulé Programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence. Dieu sait qu'on en a besoin. Voilà. Et rien que l'appellation renvoie aux 3 axes stratégiques structurés autour
de la vision du président de la République, parce qu'il faut rappeler que dès son accession au pouvoir, il a instruit le nouveau gouvernement de mettre en place très rapidement une nouvelle politique d'éducation et de formation qui est efficace pour prendre en charge les défis identifiés dans le cadre de l'évaluation du programme sectoriel, mais également en cohérence, en parfaite cohérence avec sa vision et le programme de gouvernance, son programme de gouvernement Yoonu Yokkute. C'est ainsi que, sous la coordination du ministre de l'Éducation nationale, qui est en même temps chargé de la coordination des programmes sectoriels, une lettre de politique sectorielle a été élaborée de façon inclusive, participative et concertée, validée en juillet 2012 par la communauté éducative et puis endossée par les partenaires techniques et financiers et signée par le gouvernement en février 2013. Ce programme, le paquet constitue le cadre et l'instrument d'opérationnalisation de cette nouvelle vision du président de la République, traduite dans le cadre de cette lettre de politique sectorielle. Et c'est pas plus difficile que la première phase du PDF où c'est une obligation, on doit passer par là. Oui, je vais en venir. Demande sociale pratiquement, dirons-nous. Je vais en venir. D'abord, à quel défi cette nouvelle politique veut-elle s'attaquer? On l'a dit tout à l'heure, c'est d'abord les nombreux enfants et jeunes encore exclus du système éducatif, notamment dans les milieux défavorisés ou résistants au modèle d'école classique. Ça, c'est un premier défi. C'est également les disparités de toute nature. Nous en avons parlé tout à l'heure, les disparités selon le genre, mais les disparités également entre régions, entre milieux urbains et milieux ruraux. Mais c'est également, et c'est important, vous avez parlé tout à l'heure des résultats du CFE, c'est le niveau d'apprentissage encore assez faible des élèves, notamment en lecture et en mathématiques. Les évaluations qui sont faites dans le cadre du PASEC, de la Confemène, mais également dans le cadre du programme d'évaluation nationale qu'on appelle le SNERS, montrent que c'est environ 50% des enfants des premières classes qui maîtrisent les compétences de base en lecture et en mathématiques. Cela veut dire que 50% des enfants n'ont pas les prérequis ou les instruments de conquête du savoir, parce que ça, c'est des disciplines fondamentales qui permettent justement de s'approprier le savoir, la science. Donc c'est un défi extrêmement important. C'est le niveau de qualification encore assez insuffisant des enseignants, c'est le système d'éducation encore marqué par une forte prédominance des séries littéraires au détriment des filières scientifiques et techniques. Là aussi, c'est extrêmement important pour un pays qui se veut émergent et dans lequel plus de 65% des effectifs du secondaire et de l'enseignement supérieur fréquentent les séries littéraires. Il est important que la tendance soit inversée. C'est la qualité défectueuse de l'environnement scolaire, vous l'avez rappelé tout à l'heure, marquée par une prolifération des abris provisoires, mais aussi un déficit d'ouvrages annexes et d'équipements pédagogiques. Les ouvrages annexes, c'est les points d'eau, c'est les latrines, c'est l'environnement matériel et les intrants pédagogiques. On a également de nombreux facteurs d'efficience dans l'utilisation des ressources, parce que je dois rappeler que notre système en réalité ne souffre pas de problèmes de financement. C'est l'utilisation qui pose problème. Oui, durant la décennie, le budget de l'éducation a été multiplié par 3 et atteigne aujourd'hui plus de 432 milliards de francs CFA.
En 2000, on était à 105 milliards à peu près. Certains disent que le Sénégal met beaucoup d'argent dans son système pour peu de résultats. Oui, c'est ça les questions d'efficience. C'est-à-dire comparé à d'autres pays qui investissent moins dans leur système, nous pensons qu'on peut mieux faire et ça, il faut une utilisation plus efficiente des ressources humaines, des ressources de toute nature. Surtout des ressources humaines. Je dois dire que cet argent, c'est un gros budget. Mais 80% de ce budget représente la masse salariale. Dans des sous-secteurs comme le primaire, la masse salariale atteint 90%. Donc il faut des mesures d'efficience, de rationalisation de l'utilisation des ressources humaines. Évidemment, il faut également pour que nous puissions transformer ces ressources en résultats, qu'il y ait la paix dans l'espace scolaire et universitaire. Et enfin, on a noté un degré assez insuffisant d'appropriation de l'école par les communautés, d'où cette année le thème de l'école de base défini par le ministre, retour au royaume d'enfants, au royaume d'école, pour une école par la communauté, pour la communauté et avec la communauté. Vous avez parlé d'un défi extrêmement important, là, le niveau de qualification des enseignants. On en parle. Comment pensez-vous qu'on puisse y remédier dans les meilleurs délais? On ne peut pas dire dans les plus brefs délais, mais dans les meilleurs délais, parce que ça impacte directement sur l'élève. Oui, bien sûr, c'est déjà, on n'est pas rentré déjà dans le paquet, on était dans les défis, mais puisque vous me posez la question, je suis d'accord avec vous, tout le monde est d'accord aujourd'hui au plan international que le premier facteur de qualité, c'est pas la salle de classe, c'est pas les abris provisoires, mais c'est l'enseignant. Ça, beaucoup d'études, le ministre le rappelle également très souvent, ont montré que si sans des enseignants de qualité, on ne peut pas faire de la qualité. Alors, et plusieurs mesures sont déjà en cours ou envisagées pour renforcer le niveau de qualification. Quand on parle de qualification, c'est ceux qui ont un diplôme professionnel. D'abord, des mesures pour améliorer le profil d'entrée dans les écoles de formation, en disant désormais on recrutera à travers le bac et non plus le BFM. Deuxièmement, en améliorant le concours de recrutement. Avant c'était une dissertation française. Aujourd'hui, en plus d'une dissertation française, c'est les mathématiques, mais également l'étude du milieu, plus l'entretien de confirmation. Mais c'est en réformant surtout, et dans le cadre de la nouvelle politique sectorielle, le système de formation initiale et continue des enseignants, à travers les centres régionaux de formation des personnels de l'éducation. Aujourd'hui, la première mesure, c'est de dire qu'il faut des centres de formation de proximité. L'option du gouvernement, c'est de faire en sorte que dans chacune des 14 régions, qu'il y ait un centre, un CRFP. Ça, c'est une chose, mais également des CRFP bien équipés, utilisant les nouvelles technologies de l'information, donc avec des moyens diversifiés. Mais le gouvernement dit aussi, le ministère de l'Éducation, qu'il faut revoir même les référentiels de formation des enseignants. Plusieurs mesures qui, effectivement, avec des plateformes déjà qui existent, qui sont mises en place par la direction de la formation et de la communication, qui permet à chaque enseignant, quel que soit le lieu où vous trouvez, d'avoir accès à des ressources numériques de formation. Donc ça, c'est des mesures qui sont préconisées, c'est des réformes en cours. Aujourd'hui, si vous allez sur le terrain, les inspecteurs d'académie, dans le cadre toujours du programme sectoriel, sont en train de lancer le processus de passation des marchés pour construire les CRFP additionnels, pour compléter
en fait dans les régions qui n'en possèdent pas encore. Les autres CRFP qui existent vont effectivement être réhabilités avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Mais ça, c'est pas suffisant. Vous savez, il y a la qualification, il y a la professionnalisation, mais la vraie professionnalisation des enseignants se déroule au niveau des écoles, à travers les interactions avec les pairs, dans le cadre des cellules d'animation pédagogique. Lors de la conférence générale de rentrée, le ministre de l'Éducation nationale est revenu sur la nécessité de redynamiser et de superviser le fonctionnement des cellules d'animation pédagogique. Et c'est ça, avec l'expérience, qui a fait un enseignant compétent. Parce qu'on peut être qualifié, mais la compétence, la professionnalisation est un processus qui découle d'un processus justement qui se fait dans différents cadres et selon différents paramètres. Sur ce point, est-ce qu'on peut parler qu'il y a une crise de la vocation enseignante dans notre pays? Parce que les jeunes, pour la plupart, y entrent faute de mieux, disent-ils. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de vocation. C'est vrai que les contextes sont tout à fait différents. Les sollicitations, peut-être c'est pas la même chose. Moi, quand j'étais déjà à l'école normale régionale William Ponty, il y a très longtemps, les contextes ne sont pas les mêmes, les sollicitations ne sont pas les mêmes, les stress ne sont pas les mêmes. Mais je pense que c'est dans la motivation également, c'est dans la formation. Nous devons renforcer la formation des enseignants en déontologie, qui devraient développer une conscience professionnelle. Et c'est pour ça ce que je disais tout à l'heure dans la révision des référentiels de formation des enseignants. Mais évidemment, quand je disais aussi un enseignant de qualité, c'est un enseignant bien formé, compétent, mais également un enseignant bien motivé. Et je pense que c'est toutes ces mesures combinées avec l'encadrement des pairs et la supervision aussi du corps de contrôle qui permet aux jeunes enseignants, au fur et à mesure, je pense, de devenir des enseignants compétents. Monsieur Djibril Ndiaye, le paquet est un programme extrêmement important, très attendu. Alors, vous avez parlé des défis, maintenant parlez-nous des priorités, de la vision par rapport à ce programme d'amélioration de la qualité qui devrait à terme normalement permettre d'avoir une meilleure image, dirons-nous, de notre école. Voilà, merci beaucoup. J'ai rappelé tout à l'heure que dès son accession à la magistrature suprême, le processus de formulation d'une nouvelle politique a démarré sur instruction du président de la République, dont l'ambition c'est de bâtir un système d'éducation et de formation équitable, efficace, efficient, conforme aux exigences du développement économique et social, plus engagé dans la prise en charge des exclus et fondé sur une gouvernance inclusive, mais aussi une responsabilisation plus accrue des collectivités locales et des acteurs à la base. Ça, c'est la vision politique du chef de l'État. Le paquet, comme je l'ai dit tout à l'heure, a été bâti sur cette base. Les priorités peuvent être résumées autour de 6 axes. La première priorité du paquet, c'est la mise en place du cycle fondamental. Le cycle fondamental de 10 ans. Pour répondre effectivement, pour mettre en application les dispositions de la loi. L'école fondamentale de 6 ans. Oui, c'est l'école fondamentale de 10 ans, qui intègre et articule l'école primaire et le moyen. Ce n'est pas une juxtaposition du primaire et du moyen, mais c'est un cycle. Ça veut dire que, et c'est ça un des défis majeurs qu'il faut relever dès maintenant, ça doit être basé sur un curriculum unifié, continu, intégré et articulé. Ça, c'est un des grands chantiers du paquet. L'autre priorité,
c'est la diversification de l'offre d'éducation et de formation. Nous avons parlé des exclus, nous avons parlé de communautés qui ne se retrouvent pas dans le modèle d'école classique. Il faut une approche par la demande qui permet aujourd'hui de capter, en tout cas de prendre en charge les autres modèles qui existent, comme les DARA. Et le paquet a un programme, a un volet modernisation des DARA. La promotion des écoles franco-arabes. L'alphabétisation également à travers différentes stratégies. Ça aussi, c'est une question d'équité. Évidemment, l'amélioration de la qualité, on a parlé tout à l'heure des enseignants, on peut parler de plusieurs autres facteurs liés à l'amélioration de la qualité. La quatrième priorité, qui est extrêmement importante également pour un pays qui se veut émergent, c'est l'adaptation de l'offre de formation professionnelle aux besoins du marché du travail. Cinquième priorité, le renforcement de la déconcentration et de la décentralisation. C'est extrêmement important également. Le paquet intervient dans un contexte déjà où l'éducation est une compétence, pas toute l'éducation, transférée aux collectivités locales. Donc c'est une compétence partagée, on devrait dire, puisque le pédagogique n'est pas transféré. Et où on parle encore de l'acte 3 de la décentralisation. Et quand vous traversez le paquet, l'essentiel, et c'est vraiment une des ruptures importantes du paquet, c'est la responsabilisation des inspections d'académie, des inspections de l'éducation et de la formation, des écoles, à travers les communautés pour qu'elles s'approprient leur école, mais également des collectivités locales à qui la loi transfère cette compétence. Notre priorité qui aussi se justifie par le contexte, compte tenu de ce qu'on a vécu tout à l'heure, c'est dans le cadre de la gouvernance, le renforcement du dialogue et du partenariat entre tous les acteurs de l'éducation, que ce soit les partenaires au développement, la société civile, les syndicats d'enseignants, les collectivités locales, afin qu'il y ait une gouvernance non seulement transparente, mais inclusive, basée sur la concertation, le dialogue politique, technique et social. Voilà les 6 priorités du paquet. C'est des priorités extrêmement importantes. En tout cas, nous y reviendrons pour parler surtout de l'avenir de l'école dans notre pays. Mais un autre volet dans ce paquet, il s'agit de l'équité. Oui, l'équité est extrêmement importante, surtout l'aspect inclusif. Alors, comment également vous allez travailler sur ce point en rapport avec la communauté, les partenaires? L'équité, oui, le paquet c'est la qualité, c'est l'équité. L'équité c'est extrêmement important. Nous avons, vous l'avez dit, nous fait beaucoup de progrès en matière de participation à l'éducation. Mais il y a encore des couches qui ne sont pas touchées, où il y a encore des couches qui sont insuffisamment touchées. Donc l'équité c'est d'abord de dire, bon, il faut régler la question des disparités par exemple régionales. Et quand on fait l'évaluation aujourd'hui, on se rend compte qu'en matière de scolarisation, il y a 5 régions qui sont en retard et qui tirent le pays par le bas. C'est la région de Matam, de Diourbel, de Louga, de Kaffrine et de Tamba, où le taux de scolarisation et les taux d'achèvement au primaire sont assez faibles, comparés à la moyenne nationale. Et l'équité veut que tout en agissant à l'échelle nationale, qu'un accent particulier soit mis sur ces régions. Et voilà pourquoi déjà, ça a commencé sur le terrain, dans les arbitrages faits par le ministre de l'Éducation, il y aura une discrimination positive en faveur de ces régions pour les aider à mettre en place des plans d'accélération de la scolarisation dans les régions avec des ressources additionnelles qui leur sont allouées pour des raisons d'équité. L'équité, c'est aussi, nous l'avons dit, nous avons
milliers, des dizaines de milliers d'enfants qui sont dans d'autres modèles et qui ont le droit à l'éducation. Je pense aux Dara. Qui ont le droit de bénéficier du budget de l'éducation, puisque leurs parents quand même participent à la formation du système. Quand je dis le droit à l'éducation, qui est une mission régalienne de l'État, ça implique qu'ils ont le droit de participer à ce budget. C'est vrai que jusque-là, elles ont été presque Dara, ou cette catégorie d'enfants n'a pas été prise en charge, ou en tout cas suffisamment prise en charge. Et je pense que c'est une erreur. Voilà pourquoi la centration du paquet sur la modernisation des Dara. Déjà, il y a des programmes de construction de Dara modernes en cours avec l'appui de partenaires au développement. Mais nous avons, dans le cadre du paquet, tout un programme, toute une stratégie de modernisation des Dara. Non pas pour aller construire des Dara partout, parce que le Dara, quand même, c'est une propriété de quelqu'un. Mais dans le cadre d'un partenariat structuré, j'allais même dire contractualisé, accompagner le Dara pour améliorer les conditions d'apprentissage des enfants et même d'existence des enfants à travers la réhabilitation des infrastructures existantes, l'équipement de ces infrastructures. Évidemment, l'équité, c'est également atteindre les populations les plus défavorisées. Les 5 régions que j'ai mentionnées tout à l'heure, peut-être c'est pas un hasard que ces régions soient les plus en retard. Si vous regardez bien, correspondent bien aux zones de pauvreté. Et c'est faire en sorte que les ressources soient orientées vers les populations les plus défavorisées qui ont peu de moyens, parce que tout le monde est d'accord aujourd'hui que la pauvreté est l'un des freins ou handicaps à la scolarisation. Ça, c'est déjà, évidemment, c'est la prise en charge aussi des enfants à besoins spéciaux qui souffrent d'handicaps légers, parce que le handicap lourd, c'est autre chose. C'est l'alphabétisation des jeunes et des adultes à travers les modèles écoles communautaires de base, mais aussi les classes d'alphabétisation. Ici, évidemment, en tirant les leçons du passé pour développer d'autres stratégies qui permettent d'aller plus vite et d'atteindre le maximum de jeunes et d'adultes. Nous sommes bientôt à la fin de cette émission, mais d'aucuns disent que le système sénégalais, pour être beaucoup plus performant, devrait introduire les langues nationales. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça pourrait vous permettre d'aller plus vite dans le cadre du paquet? Je pense que dans les stratégies d'amélioration de la qualité, l'utilisation des langues nationales dans les petites classes est une option forte. Mais vous savez que les langues nationales à l'école, il y a toute une histoire. Déjà en 2000, une expérience avait démarré qui s'est terminée, j'allais dire, en queue de poisson. Ce que le ministre de l'Éducation a dit, c'est d'abord, il faut tenir compte des leçons apprises de cette expérience. Mais également apprendre des autres pays qui l'ont réussi. Étant entendu qu'il n'y a pas de débat au plan mondial, un enfant qui commence à apprendre par sa langue maternelle a beaucoup plus de chances de réussir dans les études et même de s'approprier une langue seconde comme le français ou l'anglais ou autre. Donc ça veut dire juste, d'abord, c'est une exigence si aujourd'hui nous voulons améliorer la qualité des apprentissages dans les écoles. Maintenant, il y a une expérience pilote, c'est une stratégie qui, rien qu'en octobre, cette rentrée des classes, il y a 30 nouvelles salles de classe expérimentales qui vont ouvrir en langue nationale avec évidemment l'accompagnement de l'OIF, mais aussi du partenariat mondial pour l'éducation aussi à travers l'OIF. Mais c'est bien pris en charge. Et quand on combine cela à l'option du gouvernement
de renforcer les dépenses pédagogiques au niveau des écoles, particulièrement au niveau des écoles primaires. Au moment où je vous parle, toutes les écoles primaires sont en train de préparer les plans d'amélioration de la qualité des apprentissages dans leurs écoles. Parce que l'État, cela a été également annoncé par le président de la République à l'occasion de la cérémonie de remise des prix du concours général, l'État souhaite chaque année allouer en moyenne 3500 francs par élève. C'est une moyenne qui va être répartie entre les 9000 écoles primaires existantes, mais sur la base de critères équitables. Des ressources directement gérées par les communautés pour leur permettre d'améliorer la disponibilité des intrants, d'améliorer le fonctionnement des équipes pédagogiques, etc., etc. Et je pense que si toutes ces mesures sont mises en œuvre, on peut penser que d'ici 2015, 2016, 2015 c'est le rendez-vous mondial. Au moment du bilan, on notera que, en tout cas, les apprentissages des élèves ont progressé, particulièrement dans les disciplines fondamentales que sont la lecture et les mathématiques. Voilà, Djibril Ndiaye Diouf, je vous remercie. Nous sommes au terme donc de cette émission. Peut-être souhaiter qu'on aille encore beaucoup plus en profondeur dans d'autres émissions, surtout pour le paquet, puisque c'est des thèmes et des sous-thèmes extrêmement importants. Merci beaucoup, Salif. En tout cas, merci de nous avoir donné l'opportunité de partager la politique éducative avec les auditeurs, avec les populations. Ce que je voudrais dire, c'est que l'école est un bien public. Nous devons la protéger, mais nous devons nous mobiliser, nous tous, toutes les familles d'acteurs, autour de l'école. Parce que sans l'école, sans une bonne école, sans une école de développement, on ne peut pas construire une société émergente, un pays émergent. Donc c'est un enjeu à la fois politique, économique et social qui demande la mobilisation de tout le monde. Je vous remercie. Je vous remercie, Djibril Ndiaye Diouf, directeur de la planification et de la réforme de l'éducation, qui était ce matin notre invité à l'émission Objection. Merci de nous avoir suivis. Un rendez-vous dimanche prochain.